Bonsoir, heureux de vous retrouver comme tous les jeudis à partir de 17h30 pour votre rendez-vous hebdomadaire de sport ici sur la RTS de Sport Show. Aujourd'hui, on va parler des 50 ans de l'ASC Sandial, une ASC que l'on connaît très bien ici à Dakar, qui fête donc un demi-siècle d'existence. On parlera avec un de ses dirigeants, anciens dirigeants, des festivités et également de l'avenir de cette ASC. On parlera également de la gestion de carrière des jeunes sportifs, des jeunes footballeurs en particulier. Et pour terminer, on va parler également du Grand Prix Amadou Gakou, du meilleur athlète des moins de 20 ans, qui se prépare donc dimanche 22. On en parlera avec un membre du comité d'organisation. Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Mbaye Louis Soumaré, ancien secrétaire général de l'ASC Sandial, ancien dirigeant également du Djaraf, ancien secrétaire général adjoint du Djaraf, et maintenant du côté des générations foot en charge des écoles de football. Bonsoir M. Soumaré. Bonsoir M. Il y a également à ma droite M. Moustapha Diop, qui est donc agent de football FIFA, qui est maintenant PDG d'une agence de management de sport, Viso Sport. Bonsoir M. Diop. Bonsoir. Et pour terminer, on a M. El Mamadou Ndiaye, qui est donc président de la Ligue d'athlétisme de Kaffrine. Également un membre du comité d'organisation du Grand Prix Amadou Gakou. Bonsoir M. Ndiaye. Bonsoir M. Sadio. Donc on démarre tout de suite donc, avec du football, avec les 50 ans de l'ASC Sandial. On va suivre tout de suite cette interview qu'on a fait avec M. Mas Diallo, ancien dirigeant, toujours dirigeant d'ailleurs, on est toujours dirigeant d'une ASC, qui nous fait un peu l'historique de l'ASC Sandial. Chose de populaire qui continue de peser sur les gens sont spontanés. Ils manifestent toutes les émotions quand ils le veulent d'abord, n'est-ce pas? Et comme ils le veulent. S'il y a une défaite, c'est la catastrophe dans le quartier. En passant. Voilà, c'est la catastrophe. La plupart des dirigeants, moi y compris, qui a marqué certains moments, on a délaissé l'ASC et nous nous sommes retirés. Toujours été dirigé par des gens. Question d'âge, il faut céder la place aux jeunes d'abord, et ensuite disponible, avoir un regard périphérique sur jamais les initiatives. Il y a quelques soucis de son dans cette interview avec M. Mas Diallo. Si la régie peut nous proposer un son de meilleure qualité, mais on va revenir avec M. Soumaré au moins pour parler justement de l'historique de cette ASC. 50 ans aujourd'hui, des commémorations qui vont démarrer ce vendredi avec une séance de prière. On va y revenir, mais parlons d'abord de l'ASC Sandial globalement, de son histoire. Le Sandial, nous on a l'habitude, quand on parle de notre ASC, le mot ASC on le sort. Vous avez l'impression qu'on parle d'une personne. Le Sandial du plateau, c'est l'ASC de la capitale, du quartier administratif de Dakar. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, ça fait partie du Sandial. Donc, qui commence dès le Cap Manuel, je peux dire jusqu'à l'avenue Malixi, avec des poches d'autres ASC. Si on sort Rebus, Niayes Thioker et quelque part le Diamono, tout le reste revient au Sandial. Maintenant, au désiderata des résultats de la popularité de l'ASC sur la saison, certains quartiers flottent. Certains jeunes, par exemple, préfèrent quand l'ASC gagne venir militer au Sandial au lieu d'aller à Diamono. Donc, je vous parle de l'avenue Faidherbe où certains vont à Diamono, des fois reviennent au Sandial. Donc tout ça, j'allais oublier les gens de Barachois, du port, tous ces quartiers-là font partie du Sandial. Donc c'est ça à peu près géographiquement l'ASC Sandial, de manière assez ramassée. Voilà. Qu'est-ce que ça fait pour vous un peu d'avoir 50 ans d'existence? Moi déjà, je vais vous dire ceci, quand l'ASC est né, j'avais une douzaine d'années. Vous voyez. Donc c'est faire partie d'une entité qui existe depuis déjà longtemps. Qui a catalysé plein d'énergie dans ce quartier-là. Plein de gens. L'ASC, une ASC qui a été dirigée par des gens, par exemple, comme l'actuel grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Matar Diop, qui a été président.
Jean-Paul Diaz qui a été vice-président. Maître Gueye, qui a été secrétaire général. Un autre grand serigne de Dakar également qui a été président de cet AIC. Jean-Paul Diaz a été, je pense, vice-président quand l'actuel grand serigne était président. Qui a été président, Maître Mam Adama Gueye, qui a été aussi, je pense, président et secrétaire général, un des secrétaires généraux de l'AIC Sandial. Bon, si je cite, je vais en oublier. Donc, et ça fera des frustrations. Mais voilà, donc faire partie de cette entité-là, pour nous, déjà, c'est déjà une fierté. Absolument. C'est une fierté. Si c'est à refaire, je referai partie du Sandial. Absolument. On va écouter cette fois-ci M. Mas Diallo. L'élément semble prêt. On va l'écouter et revenir en plateau. Je le dis tout le temps, a été pendant longtemps la période de la zone 1. Donc, c'est une situation géographique qui continue de peser sur notre destin. Et pour délimiter l'ASC, il faut partir du Cap Manuel jusqu'à la gare ferroviaire, d'abord. Et de la gare ferroviaire jusqu'à l'avenue Jean Jaurès en passant par l'avenue Malick Sy. C'est une ASC qui a marqué sa population et qui a toujours été dirigée par des gens, des hommes cohérents, responsables, disponibles, n'est-ce pas, qui n'ont jamais lésiné sur les moyens pour, n'est-ce pas, voilà, réaliser et faire, n'est-ce pas, en sorte que tous les programmes d'activité qui ont été mis sur place soient réalisés. On peut compter parmi ces têtes d'affiche-là des ministres, et le grand serigne de Dakar, les deux grands serignes de Dakar, et pas mal de directeurs de société. Ils mettent beaucoup d'argent à la disposition de l'ASC et ça nous permet de faire vraiment tout ce dont on a besoin de faire. Si vous voyez ça, c'est parce que nous sommes confrontés à un problème qui n'existe pas dans les autres localités. Nous sommes dans la ville et tout le temps il nous faut des autorisations pour organiser. Et il y a un parcours du combattant à faire pour réaliser n'est-ce pas? Il y a une enquête au niveau de la police qui se fait sur place pour voir si on ne gêne pas, si on ne dérange pas. On ne peut pas sortir spontanément dans la rue pour fêter, pour organiser. Donc tout le temps, ce sont des riverains, pratiquement des Libanais ou des Européens qui téléphonent à la police, qui viennent, n'est-ce pas, disperser les gens. C'est Sandial a été, on peut le dire, championne zonale, départementale et régionale en 1974, dès sa création. Et récidive en 1977, toujours en étant champion zonal, régional et départemental. Et revient en 84 pour être championne zonale et départementale. Et enfin en 1998, championne zonale. Mais on a eu deux finales qu'on a perdues en 1992 et en 1996. C'est l'ASC Khandalou. Parce qu'on constituait les deux plus grandes ASC ici. Sur la zone 1, parce que nous sommes de la zone 1. Donc, l'ASC Khandalou, c'est une ASC qui est dynamique, qui s'est mobilisé ses troupes. Khandalou, on a partagé une finale qu'on a jouée en deux éditions, n'est-ce pas? Enfin, c'est beaucoup de matchs à retenir. Il y a donc cette rivalité dont il parle, Moustapha. J'imagine que l'AIC Sandial, ça vous parle hein, quelque peu. Dans votre jeunesse, forcément, vous avez certainement eu parler de cette AIC-là, qui, on va dire, qui a existé quand même dans cette zone 1, aux côtés de Khandalou. Et cette rivalité-là aussi a un peu nourri les Navétanes au niveau de Dakar Plateau, au niveau de la zone. Exactement, parce que là, l'ASC Sandial, ça fait partie des monuments du football sénégalais et qui a vu émerger de grands dirigeants, surtout la zone de Médina, Gueule Tapée, etc. On a l'image de Oumar Gueye Sène, l'image de lui, de Matarnian, etc. Ils ont généré énormément. Exactement. Bon, moi je crois que c'est des institutions qui ont existé, qui ont fait un grand travail, mais ça n'a pas été pérennisé. Aujourd'hui, vu la multiplication des ASC, des académies dans les quartiers,
ça a vraiment saucissonné aujourd'hui l'organisation sportive qui existait. Parce que là, c'était la proximité, c'était le sentiment d'appartenance des gens d'un même quartier qui créait la compétitivité et puis ça créait aussi l'incertitude dans les résultats. Parce qu'un sport sans incertitude du résultat n'a pas de sens. Et aujourd'hui, c'est ce qui faisait le sens de ces affrontements-là. Absolument. Sandial, quand vous entendez parler un peu dans l'interview, Sandial, qui est, on va dire, l'ASC du centre-ville, c'est vrai que c'est un handicap quand on sait que les populations composées du centre, c'est plus des gens qui viennent travailler et qui repartent. Ils ont été dépeuplés de la base affective. Et ça fait l'essence des ASC. C'est clair que ça peut également expliquer le fait que cet ASC a connu des moments très difficiles ces 20 dernières années. C'est possible, puisque l'ASC qui est né depuis dans les années 70, 74. que moi j'ai vécu de près en 1968, quand j'ai quitté Saint-Louis pour venir faire mes études. Ah, d'accord. En parenthèse, je connais très bien les anciens de Sandial qui sont retrouvés au Dial Diop. D'accord, oui. C'était un club qui était proche de nous. Qui était dans notre base. Effectivement. Moi, j'étais en ce moment déjà un tout petit, mais je m'intéressais à ce que faisait le Sandial, puisque mes copains avec qui je prenais le thé sont presque issus du Sandial, et pour aller grandir le Dial Diop après la fusion de Lamine Diack. Il y avait deux clubs également qui étaient très proches de Sandial, où on va dire les meilleurs joueurs de Sandial se retrouvaient. Tout au début, dans le plateau traditionnel, nos grands frères, nos oncles, souvent, affectivement, appartenaient à la Jeanne d'Arc. Parce que tout au début, avant que la Jeanne d'Arc ne s'entraîne au Collège Sacré-Cœur, la Jeanne d'Arc s'entraînait ici, à la cathédrale. Nos aînés, beaucoup de nos aînés faisaient partie de la Jeanne d'Arc. Puis, de génération en génération, la Jeanne d'Arc a déménagé. Les générations futures qui venaient étaient plus affiliées au Dial Diop. Dial Diop pour le basket et le hand, et pour le football, le Jaraaf surtout. Le Jaraaf. Un de nos premiers présidents, tonton Ahmed Doy, était dirigeant aussi au Jaraaf. Moi, j'ai fait mes classes et au Sandial et au Jaraaf. Un de mes oncles qui a été président à Matali Bédié, Pape Matali Bédié, a fait aussi bien le Sandial que le Jaraaf. Badou Sané a été aussi dirigeant du Sandial et Jaraaf. Mais parmi nous, on avait quelques copains, par exemple quelqu'un comme Chersi, qui a joué au basket à la Jeanne d'Arc et qui était dirigeant de notre époque au Sandial. Donc, de fil en aiguille, c'était ça. Et pour être honnête avec nos petits frères qui nous regardent aujourd'hui, nous, le Naïtan, c'était un rampe de lancement qui nous permettait d'aller militer dans les grands clubs. Moi, je suis un produit de Naïtan. Pas peut-être ce Naïtan-là d'aujourd'hui, le Naïtan d'antan, où on vous formait, où on vous apprenait à parler, à écrire, à rédiger, à présenter. C'est du Naïtan, je suis parti du Naïtan au Jaraaf, et du Jaraaf à Génération Foot. Voilà, donc... C'était vraiment des ASC formatrices. C'était des ASC formatrices, où le grand frère qui était là vérifiait tes cahiers, vérifiait ce que tu faisais. Quand on produisait une lettre qui devait partir, quelqu'un comme Thierno Sonko, un de mes cousins par exemple, se mettait à revoir. Et il m'est arrivé qu'il déchire une de mes lettres en me disant que ça, c'était pas du français. Que quelqu'un qui était au plateau ne devait pas écrire une missive de cette qualité-là. Donc de là, je suis allé du Sandial, je suis allé au Jaraaf. Parmi vos confrères, une de vos grandes consoeurs, Aïssatou François Seck, était membre d'une des sections culturelles les plus développées, les plus abouties du Sandial. Avec Mbaye Sall, Babacar Sall, qui je pense là est à Dakar, est revenu d'Europe. C'est des gens qui... Le Sandial avait une commission culturelle très dynamique. En dehors du football, on avait des activités pendant toute l'année, ce qui est actuellement un peu difficile. Notre grand problème actuel, si vous permettez, je veux parler. On va en parler. En tout cas, on va juste parler des festivités avant de revenir à l'avenir du Sandial. Juste pour parler des festivités, on a un clip qui nous montre un peu les préparatifs qui se préparent.
On l'a vu donc dans ce clip-là, les dirigeants, on a vu plusieurs générations se retrouver. C'est pour préparer justement ces 50 ans. Ces 50 ans qui vont commencer donc ce week-end-là. Avec beaucoup de festivités dans la rue. Il faut qu'on ressorte le asiko dans la rue et essayer de retrouver le bon son du asiko, parce que ce qu'on entend dans nos stades là, c'est pas du asiko, c'est du bruit mais c'est pas du asiko. Donc retrouver ce son-là, retrouver un peu les animations dans la rue, avec la permission évidemment des autorités. Nous, notre problème, comme le disait tout à l'heure mon frère Mas, c'est d'occuper les rues, ce que font les autres ASC aisément, spontanément, que nous n'arrivons pas à faire parce qu'on est dans un quartier administratif commerçant avec une population étrangère très développée. Et l'autre constat que, je ne sais pas, peut-être qu'on y arrivera, on a tellement de spécificités, il y a une spécificité dont beaucoup de gens ne sont pas revenus sur cette spécificité-là, c'est que notre quartier se dépeuple. C'est vrai. Les grandes maisons, les grandes familles sont toujours là. Beaucoup de gens ont vendu leur maison. Certains ont vendu leur maison et sont partis. Dans certaines maisons, même si la maison n'est pas vendue, les habitants de la deuxième, troisième génération ne vivent plus ici. Les maisons sont louées. C'est d'autres personnes qui y vivent. Voilà, pas que nous souffrons de ça, mais c'est une réalité. Moi, je vous parle, ça fait des années que je ne passe plus la nuit ici. Les gens qui sont dans le film que vous avez vu, Salou Beng, l'actuel président, Seydou Camara et tout ça, c'est des gens qui, la journée sont là, mais le soir, rentrent chez eux. Voilà, c'est des chefs de famille dans d'autres quartiers. Et faire revenir nos enfants, nos neveux, nos petits-enfants au Sandial pour qu'ils viennent lutter, c'est on va dire qu'avec les cinquantenaires, ce sera possible de reparler du Sandial. Écoutons de nouveau Mas Diallo qui va nous parler un petit peu de l'avenir de l'ASC Sandial. « 50 ans aujourd'hui, vraiment, nous nous réjouissons et il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Il y a eu des hauts et des bas, n'est-ce pas? Vous savez, une équipe populaire, une équipe civile qui n'est pas tellement organisée sur le plan des structures et autres, là, c'est quelque chose de populaire. Les gens sont spontanés. Ils manifestent toutes les émotions quand ils le veulent, n'est-ce pas? Et comme ils le veulent. S'il y a une défaite, c'est la catastrophe dans le quartier, voilà, c'est la catastrophe. La plupart des dirigeants, moi y compris, à un certain moment, on a délaissé l'ASC. Nous nous sommes retirés. D'abord, question d'âge, il faut céder la place aux jeunes d'abord. Et ensuite, avoir un regard périphérique sur tout ce qu'ils font, n'est-ce pas? Mais avec la jeunesse actuelle, vous savez, leur tempérament, ils sont impulsifs, n'est-ce pas? C'était un peu difficile pour nous de les approcher parce que, voilà, n'est-ce pas, le langage qu'ils utilisaient et beaucoup ne nous convenait plus et on a préféré se retirer. Et c'est ce qui a fait que l'ASC, pendant un certain temps, a pris du recul par rapport à notre dernière coupe, nous l'avons gagnée en 98, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Bon, il n'y a pas eu de grands dirigeants et voilà, l'ASC était, je ne dirais pas délaissé, mais quand même, nous, on était restés dans notre coin pour regarder ce qui se faisait. Quand on voit aujourd'hui les jeunes qui sont derrière l'ASC et qui ont les destinées de l'ASC en main, je sens que les choses vont changer, les choses vont bouger. Et ces jeunes-là, je pense qu'ils vont apporter des innovations que même nous et nos aînés n'ont pas eu vraiment l'idée de mettre sur place et de le faire. Déjà, ce cinquantenaire le prouve amplement. Ouais. Donc, alors, et nous sommes séduits par l'idée et nous investissons corps et âme pour la réalisation de ce cinquantenaire. Le cinquantenaire vient à son heure et je crois que cela va changer la donne et que de ce cinquantenaire va sortir un message d'espoir pour l'avenir, mais également une promesse assez rigoureuse pour remettre l'ASC Sandial à sa vraie place, exactement là où nous souhaitons qu'elle soit réellement. Je vous dis dans le sens. Une grande ASC qui a beaucoup gagné dans les années 70, 80, 90, on va le dire, et qui n'a plus rien gagné depuis 98. On va d'ailleurs découvrir avec vous un peu
le palmarès de l'ASC Sandial, championne, comme le rappelait tout à l'heure Mas Diallo, dès 1974, championne zonale, championne départementale, championne régionale, demi-finaliste même des phases nationales. Dès sa phase de création, 77, vous récidivez, 81 vainqueur de la Coupe du CIO. Demi-finaliste zonale, 84 championne zonale, mais depuis 98, le dernier titre, 1998 quand même, ça remonte à il y a 26 ans. L'ASC Sandial n'a plus été titré. Je vais pas chercher d'alibi, de faux alibi. Je vais juste vous dresser quelques constats. Donc, comme je le disais tantôt, le quartier s'est dépeuplé. Le quartier s'est dépeuplé. En termes de mobilisation. En termes de mobilisation, beaucoup de gens n'habibitent plus ici. Ils viennent des fois passer la journée. Et le pire, c'est qu'à côté, on avait Handalou qui avait... Même pas Handalou, je ne parlerai même pas de Handalou. Handalou, on a joué derby quand on était grand. Mais entre-temps, une ASC qui était à côté de nous, Diamono, qui, eux, n'ont pas perdu autant de gens que nous. Avec une communauté qui grandissait. Nous, au moment où on se dépeuplait, Diamono se surpeuplait presque. Et c'est Diamono qui a pris la relève au niveau du plateau. Pour être honnête. Au début des années 2000. 2000, le Diamono est revenu, le Diamono est devenu aussi une grande... C'est tout ça. Donc il y a eu ça. Et puis, au niveau ressources humaines, je ne jetterai la pierre à personne. Mais en quantité, on a perdu en quantité, mais je pense aussi qu'on a perdu en qualité. C'est comme le disait Mas, plus on avançait dans le temps, plus la courbe des niveaux culturels, des niveaux intellectuels baissaient un peu au niveau des dirigeants. Il faut oser le dire. Mais tantôt, actuellement, on a une nouvelle classe dirigeante, des jeunes qui sont, pour moi, prometteurs. C'est ce qu'il dit aussi. Je compte beaucoup sur l'actuel président, Seydou Camara, les jeunes qui l'entourent. Je pense qu'ils pourront faire redémarrer cette ASC-là. Autre chose que j'allais dire aussi, le football étant une activité qui catalyse beaucoup d'énergie. Nous, ça fait presque 4 ans dans cette zone-là, au niveau du département de Dakar, de toutes les ASC de la zone numéro 1, moi je ne dis pas la zone 1, de la zone numéro 1 à la zone, si je ne m'abuse, à la zone numéro 4 ou 5, on ne joue plus. Les problèmes d'infrastructure, vous vous demandez si on devait jouer aujourd'hui, où est-ce qu'on allait jouer? Le stade Hassan. Un derby par exemple comme Koussoum Khandalou, vous ne pouvez pas l'amener dans un terrain vague. Quel service d'ordre? Un match Diamono Khandalou, Diamono Sandial, vous ne pouvez pas l'amener dans un terrain vague, c'est pas possible. On n'avait plus de stade. Le stade Iba Der Diop étant en pleine réfection, Demba Diop est fermé et le stade Léopold Sédar Senghor de même est en pleine réfection. Donc on n'a pas de terrain. Depuis 4 ans, on ne joue plus. Donc il n'y a plus d'activité. Il n'y a plus d'activité. Voilà. Parlons maintenant des festivités pour terminer un peu, parce que ça démarre dès vendredi, on le disait, avec une séance de prière. On va découvrir d'ailleurs le calendrier, les programmes. Il y a également un concert qui est prévu samedi. Si la régie peut nous proposer, voilà, le programme des festivités donc, dès vendredi. Le concert avec peut-être 2 fils de Sandial également, avec Bess et Omzo Diam. Donc c'est que, on va dire, les nouveaux dirigeants voient en grand et veulent profiter en tout cas de ce cinquantenaire-là pour relancer. Parce que, comme vous dites, Moustapha Diop est bien placé pour dire que le stade Léopold sera livré dès avril 2025. Le stade Iba Mar sera livré fin 2025. J'ai eu à participer à une visite de chantier récemment avec les gens du COJOJ. Donc le stade Demba Diop également sera disponible dès 2025. Donc on va dire que globalement, c'est l'émergence des plateaux multifonctionnels qu'on est en train de construire. Déjà, il y a 25 qui seront sur place. Et on va les délocaliser dans les régions, dans les départements, et puis ce seront des terrains stabilisés où
tout le monde pourra jouer au foot. Et ça permettra au moins aux autres infrastructures de grandes envergures de respirer. Parce que nos terrains... Surutilisation des terrains. Voilà, sont très sollicités, exactement, et ça détériore la qualité des terrains. Et ces 4 années de disette qu'on a vécues sans infrastructure devraient pouvoir permettre à nos jeunes dirigeants de réfléchir sur le navetan, je pense. Un jour, tôt ou tard, il faudra qu'on se regarde dans les yeux, qu'on arrête et qu'on se dise qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début. Est-ce que c'est toujours des activités de vacances? Parce que quand ça empiète jusqu'au mois de décembre, quand le navetan joue jusqu'au... J'ai ma part de responsabilité dans ce que j'ai dit. J'ai été dirigeant de l'ASC, j'ai dû gérer des finales au mois de janvier. J'ai amené des équipes, j'ai managé des équipes qui sont allées jouer des finales au mois de janvier. Aujourd'hui, on est capable de jouer... Avec des étudiants à l'intérieur. On va dire qu'on est capable de jouer aujourd'hui, même des demi-finales en décembre, et la finale l'année suivante, en juillet. Ce footballeur qui joue une finale de Navetan en janvier, est-ce que ce même footballeur peut se retrouver au Jaraaf au mois d'octobre à commencer sa saison? Est-ce que ce même footballeur peut se retrouver, par exemple, dans mon club, là où je travaille actuellement, à Génération Foot, au mois d'octobre pour aller commencer ses études au lycée Bernard Serin? C'est pas possible. Donc ils servent à quoi ces sportifs-là au finish? Il faudrait qu'on se pose certaines questions. Je n'ai pas dit, je ne me dis pas avoir toutes les solutions, mais je pense qu'il y a des pistes de réflexion à avoir par rapport à ce que nous faisons actuellement. Qu'est-ce que nous allons faire de ce navetan-là et des énergies qui tournent autour du navetan? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis encore, moi, je crois qu'il faudrait repenser les compétitions. Oui. Savoir se poser les questions, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on attend de nos compétitions? C'est extrêmement important. Tout à fait. En tout cas, c'est des réflexions qu'on doit inviter un petit peu tous les dirigeants d'ASC, de Sandial et de partout au Sénégal, parce que c'est la même problématique qui se pose partout. Il n'y a pas que Dakar, même des lieux où on a des infrastructures, des terrains, où on joue même jusqu'en décembre des finales de Navetan. Maintenant, on peut même les jouer. On joue jusqu'en décembre les demi-finales et la finale, on les joue juste avant le lancement de la nouvelle saison de Navetan. Donc ça pose vraiment problème. En tout cas, avant de terminer, on vous donnera encore la parole. Mais on va évoquer également le management, la gestion des carrières des jeunes sportifs. Bon, avec M. Moustapha Diop. Donc, je le disais initialement, vous êtes agent FIFA, on va dire agréé par la FIFA, parce que le monde des agents quand même est assez compliqué, donc il faut vraiment qu'on fasse attention. Mais vous êtes un agent agréé par la FIFA, et vous avez également d'autres casquettes, avant qu'on parle un peu de la gestion des carrières. Parce que moi, à la base, moi je suis consultant en management du sport. Parce que là, moi je suis titulaire de MBA en management du sport de l'EG Paris. Et puis encore, je suis diplômé du CIS FIFA, le Centre international des études du sport de Neuchâtel, délocalisé à l'université Cheikh Anta Diop. Bon, d'ailleurs, je suis sorti majoritairement promo. Puis, voilà, il y a tellement de choses. Et puis aussi en même temps, pour la formation, j'ai été responsable pédagogique des MBA, management délocalisé à Dakar, notamment à ISM, à IAM. Bon, après, on a monté ces formations-là parce qu'on a compris aujourd'hui... Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez lancé Vise le Sport, qu'on voit à l'image, qui est une plateforme pour gérer un peu la carrière des sportifs, qui a également un site internet qui parle d'actualité de sport, mais également de scouting. Quelle a été, on va dire, l'inspiration pour mettre en place cette agence de gestion de carrière des joueurs? Bon, parce que là, on a vu qu'il y avait un très grand désordre dans ce milieu. Bon, moi, j'ai eu à partir... le déclic s'est passé en Turquie, quand je suis venu, mais j'ai vu des gosses qui étaient très brillants au niveau du championnat. Mais c'est des prétendus agents qui les ont amenés, ils ont amené les gosses, et ils les ont laissés dans la rue. Moi, j'ai dit, avec la fierté sénégalaise, il y a des gosses qui n'ont pas voulu retourner par honte. C'est vrai. Et finalement, il y avait bon, je peux les appeler des requins, qui organisaient un championnat d'Afrique, des Africains qui étaient là-bas. Par exemple, ils prenaient les Africains, les Sénégalais, les Nigérians, et ils organisaient des matchs. Et pire encore, c'est les Russes qui venaient les prendre, pour les amener en Moldavie, etc. Et ça m'a révolté.
Et je me suis dit, ça, il ne faut pas... Et heureusement, c'est tombé avec les nouvelles réformes au niveau de la FIFA. En octobre 2023, il y a eu des réformes. Aujourd'hui, pour exercer ce métier-là, il faut avoir la licence FIFA. C'est un examen qui se fait. Ou bien c'est les agents émérites qui avaient une licence, par exemple, d'agent de joueur agréé par la fédération, mais qui ont passé l'examen. Aujourd'hui, pour pouvoir le faire, il faut avoir cette licence. Et il faudrait que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de laisser-aller. Bon, je vais me permettre de vous montrer même la licence qui est là, pour que tout le monde ne puisse se tromper. C'est cette licence-là. Je voudrais que ça soit clair, pour que tout le monde puisse le voir. C'est cette licence physique qui est là. Aujourd'hui, même si quelqu'un te le montre, il faut scanner. Voilà, c'est cette licence qui est là. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, une licence agréée. Avec le code QR qui est là-bas, tu prends ton téléphone, tu scannes ça. Et tu auras toutes les données de la FIFA. Les références FIFA, le nom de l'agent et tout. En même temps que les gens nous regardent, s'ils scannaient un peu directement, vous aurez toutes les références qui vous concernent, vos enregistrements au niveau de la FIFA. C'est bon. Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu ce changement-là. Aujourd'hui, parce qu'auparavant, il y avait des avocats, des journalistes, et tout le monde, même les dirigeants, mais aujourd'hui, il faut la licence agent du joueur. Même les contrats de représentation, il faut mettre la référence FIFA avec le numéro de la licence et tout. Et l'avantage est que aujourd'hui, si tu signes ce contrat de représentation, tu déposes ça au niveau de la FIFA, au niveau de la plateforme. Aujourd'hui, si le joueur, par mégarde, n'est pas payé, ou bien qu'il y a des sommes, aujourd'hui, au lieu de passer par les juridictions, c'est au niveau de la FIFA qu'on va régler ce problème rapidement. Donc, tout le monde a intérêt à venir signer avec un agent FIFA. Agréé. Et encore, pour ne pas trop monopoliser la parole, il y a aussi un autre module qui est organisé à l'intérieur. Par exemple, pour les footballeurs mineurs, il faut une certification au niveau de la FIFA pour pouvoir représenter les footballeurs mineurs. Par exemple, pouvoir faire signer un gosse qui a 17 ans et demi, alors qu'il fallait attendre sa majorité de 18 ans. Mais là, si vous voyez la carte, l'autorisation est là. Donc les académies, les écoles de football devraient s'approcher pour comprendre, parce qu'il y a trop de problèmes. C'est tout simplement parce qu'il y a eu des incompréhensions. C'est une nouvelle législation qui est là. C'est les droits de l'homme qui sont appliqués. C'est également la FIFA qui a un peu, mais on va dire, excusez-moi du terme, parce que c'était la FIFA qui avait également supprimé la licence pour laisser toute représentation des parents, des frères qui ont... Voilà, ça a créé un désordre quand même. Même si la FIFA a essayé de rectifier le tir justement avec ça. Vous qui êtes un peu confronté à ces problèmes. Je rappelle que vous êtes responsable des écoles de foot au niveau de Génération Foot. Comment organiser cela pour plus de clarté pour les jeunes sportifs, pour ne pas se tromper, parce qu'eux non plus n'ont pas toutes les informations. La visibilité est floue. Ce n'est pas pour aller contre vous, il n'y a rien de personnel dans ce que je dis. Je parle de choses que j'ai vécues. Je ne suis pas le chargé de la com de Génération Foot, mais je suis depuis le début. À un certain moment, j'étais parti, je suis revenu. Notre bréviaire à Génération Foot, c'est de former des hommes, pas former des footballeurs. Nous formons des hommes. Nous qui sommes autour du président Madi Touré, qui a fondé Génération Foot, nous essayons de former des hommes. Quand vous me trouvez à l'école de football avec nous, je leur parle de coiffure, je regarde les bulletins de notes. Et c'est des gosses qui ne sont pas internés, pas encore internés, qui arrivent à 5-6 ans. On m'envoie les bulletins de notes. C'est vrai qu'il y a des écoles de foot, même ici à Dakar, qui s'entraînent à la piscine olympique. Si ils ne sont plus à la piscine, j'en suis le directeur, ils sont au camp Leclerc. C'est parce que la piscine olympique est en réfection. Non, en réflexion, mais on a trouvé un meilleur terrain, on a un partenariat avec l'ASFA, on est au camp Leclerc actuellement, on est à camp Leclerc. On a une école de football ici au lycée Lamine Gueye avec le doyen Djonzé Koulibaly, que vous connaissez, et on a une école de football à Bambilor. Mis à part ces 3 écoles de football-là qui travaillent directement, qui sont sous ma on a tissé
un réseau de plusieurs écoles de football avec nos correspondants, avec les écoles de football partenaires. Avec le CONEF également. Il y a tout un ensemble. Donc nous essayons de former des hommes à cet âge-là. Le résultat chez nous et au niveau de la formation, de la préformation, le résultat compte peu. Nous essayons de former des hommes. Imaginez que vous êtes là à poser brique après brique, step by step, palier par palier. Vous formez un enfant depuis le bas âge en vous disant que je forme un homme. Arrivé à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, il a une sélection au niveau de l'équipe nationale. Un monsieur s'amène là-bas. Le gosse est avec vous depuis l'âge de 5-6 ans. Avec tous les investissements consentis. Avec tous les investissements que vous avez consentis sur le jeune. Arrivé à 15-16 ans, il a une sélection scolaire ou une sélection au niveau de l'équipe nationale des U15. Un monsieur s'amène, va parler à la famille directement, qui vous prend l'enfant déjà. Il y a même quelque chose d'affectif. Quand vous avez un enfant avec qui vous êtes tout le temps, on n'est pas seulement mu par des préoccupations bassement matérielles. C'est pas ça. Les gens croient que si vous parlez de... Non, on n'est pas mieux que par ça. Génération Foot, c'est plein d'employés. C'est des familles, c'est des gens, c'est des cadres, c'est des personnels subalternes. Vous y trouvez tout. C'est des chauffeurs, des comptables. Monsieur Diop, il est l'ami d'un de nos chefs. Baba Gueye. Je travaille directement avec Baba Gueye. Il sait de quoi je parle. Même avec Mali. Je ne raconte pas d'histoire avec Mali. Donc nous formons des hommes. Nous formons, le projet c'est de former des hommes. Nous formons des hommes. Vous formez un enfant. Arrivé à 13-14 ans, un monsieur s'amène. Vous le subtilisez pour utiliser avec des moyens, avec une discourtoisie, avec des moyens qui ne disent pas leur nom. Et malheureusement, la plupart des familles sont embarquées là-dedans. Malheureusement, les familles sont embarquées dans ce sillage-là. Ne vous inquiétez plus, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a un point important que j'ai oublié de souligner. Parce que moi, j'étais le représentant des agents de jeu au niveau de la restitution du code du sport à Azalaï, hôtel. Aujourd'hui, parce qu'au début, on voulait parler d'agents de foot. Mais moi, j'ai voulu élargir. J'ai parlé d'agents sportifs. Parce qu'il y a également d'autres jeux, les basketteurs, les basketteurs, demain, s'ils s'organisent et qui ne sont pas inclus dans ce projet-là, ils seront perdants. Que ce soit en athlétisme, en volleyball, etc. Toutes les fédérations, s'ils parviennent à s'organiser aujourd'hui et qu'ils ont des agents pour pouvoir représenter, nous, on a mis la réciprocité. Aucun agent, parce que ça va être sur la table de l'Assemblée nationale. Si on le valide, aucun agent étranger ne peut venir travailler sans être en relation de travail avec un agent sénégalais. Non, c'est clair. Maintenant, ça aura une valeur de loi. Parce que ça sera voté au niveau de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est un début de solution. C'est un début de solution. On est victime. Enfin, non, ça on est... Mais pour qu'on se parle, parce que nous, on est en famille. Marie, c'est un ami. Moi, quand je travaille avec lui dans Génération Foot, je vais signer un contrat avec lui. Une de ses filles, Marie, sa fille, c'est ma protégée. Il était même allé jusqu'à vouloir monter un projet d'école de management dans Génération Foot, avec toutes ces ambitions-là. Mais aujourd'hui, le sport a des mutations. Il faut savoir s'adapter à la chose. Comprendre, et encore, ne même pas s'adapter. S'adapter, c'est voir les gens du sérail. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne les mineurs, les protections, c'est les agents du joueur FIFA qui ont eu à obtenir cette certification et qui connaissent exactement les 4 points qui sont des principes de la protection des enfants aux Nations Unies. Ces 4 principes-là, on les a confiés aux agents. Non, comme on est un peu rattrapé par le temps. Monsieur Diop, excusez-moi. Monsieur Diop, vous qui avez travaillé personnellement avec le président Madi Touré, vous savez que ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, ce n'est pas de la flagornerie, ce que je dis. Vous avez visité Génération Foot. On ne peut pas nous nier le fait d'être un club avant-gardiste. Génération Foot, c'est un projet avant-gardiste en Afrique. Je le dis haut et fort. Et je le répète encore. Nous sommes un projet avant-gardiste. Nous sommes à la pointe du développement du football dans ce continent-là. On ne peut pas aujourd'hui, par exemple, ne pas prendre en compte les remarques que nous remontons. Nous ne le disons pas juste pour nous. Nous ne sommes pas les moins nantis, nous ne sommes pas les moins bien lotis. Il y a d'autres gorgorlous qui sont derrière, qui se battent et qui sont victimes de ce qui se passe.
Je m'en vais vous donner un peu nos résultats scolaires de l'année académique qui vient de se terminer. On les a vus, c'est l'excellence. On a eu 100% au bac, 80% au brevet. On a une classe d'alphabétisation où des élèves qui ont commencé par les Saintes Écritures, par le Coran, apprennent le français, ils passent souvent tous au certificat. Ces enfants-là, si on vient nous les arracher d'une manière qu'on ne comprend pas, vous voyez sentimentalement ce que ça fait. C'était juste ça. C'est un domaine qu'il faut organiser. Mais pour parler de Visosport, l'agence de management du sport, quels sont ces différents domaines d'intervention au-delà de la gestion de carrière des jeunes sportifs? Oui, on est on gère aussi l'image de ce qui est un peu rare. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, que ce soit le footballeur, les fédérations, les clubs, c'est des produits. On est dans une logique de marché. Il faut savoir se vendre. Et aujourd'hui, les grandes marques, ils ont besoin de s'associer avec des marques, des personnes qui ont de la valeur. Aujourd'hui, il y a des activités non-sport qui tournent autour du sport. Par exemple, à Génération Foot, vous l'avez fait avec Marifoot, etc. Et tout. Donc, un footballeur, c'est une marque avec ses valeurs. C'est pour cela, à chaque fois, quand on demande à un gosse, par exemple, je vais prendre un cas de Mbappé, par exemple, mais on l'a formé pour ça. Il ne veut pas s'associer, par exemple, à des marques qui prônent les jeux en ligne. Quoi. Exactement. Non, même les paris en foot, nous, par exemple, au niveau des agents FIFA, quand tu t'y mets, on suspend ta licence. C'est carrément interdit. Ça, c'est des valeurs. Mais ces valeurs-là, il faut les inculquer aux footballeurs et être près d'eux. Parce que c'est des enfants qui n'ont pas passé un cycle d'éducation ou bien un cycle normal d'adolescence. Ils ont été portés au pinacle, on les a portés un peu partout, mais ils sont très fragiles et puis encore qui vivent des drames dans la famille. C'est-à-dire qu'il faut des personnes qui peuvent leur écouter. Aujourd'hui, je n'ai pas anticipé, mais par exemple, Papio, en le connaissant, par exemple, c'est ça sa force. Lui, il est à l'écoute de ces footballeurs. C'est comme un papa, dans le terrain et hors du terrain. Parce que moi, je l'ai fréquenté, je sais de quoi je parle. Donc, ces types de produits-là, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'associer à des marques. Et il y a des marques qui sont là, qui n'attendent que ça. Comment vous faites le rapprochement entre les sportifs et ces marques-là, qui répondent un peu à leurs valeurs? Oui, exactement, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de ciblage. Par exemple, je vais prendre un cas que nous tous nous avons vécu. Par exemple, un produit, ils ont un cycle. Par exemple, se faire voir, se faire connaître et se faire vendre. C'est ça les Donc, selon la personnalité du jeune sportif, vous regardez le jeune sportif et vous avez des marques qui vous sollicitent, vous les mettez en lien, en relation. Mais exactement, et il faut savoir les convaincre. Par exemple, une marque, par exemple, comme Orange. Aujourd'hui, quand j'entends les lutteurs dire, par exemple, ah non, il faut les promettre. Mais c'est-à-dire, ils répondaient à une logique de marché. Ils sont venus, ils voulaient se faire connaître. Ils l'ont eu, mais ils vont aller dans une autre étape. En tout cas, c'est se faire connaître, après se faire aimer et se faire vendre. Parce qu'on ne peut pas se faire vendre si on n'est pas aimé. On ne peut pas être vendu si on n'est pas connu. C'est ces triptyques-là que les gens devraient comprendre dans le marketing du sport aujourd'hui. En tout cas, à ce niveau-là. Avant de passer à l'athlétisme, on va quand même. En tout cas, c'est un domaine très très passionnant. Je pense qu'on aura beaucoup d'occasions de vous réinviter, M. Diop, pour parler un peu. Parce que la gestion de carrière des jeunes sportifs, quand même, c'est quelque chose qui est d'actualité tout le temps. Et ça ne concerne pas que le football, il y a également d'autres disciplines. Avant de passer à l'athlétisme avec M. El Mamadou Ndiaye, on va quand même parler de l'actualité avec le titre de joueur africain de l'année décerné à Ademola Lookman, le Nigérian, joueur de l'Atalanta Bergame, qui a été titré ce lundi. C'était du côté du Maroc, qui devance donc le Marocain Achraf Hakimi et le Guinéen Serhou Guirassy, ce qui porte à 7 le nombre de ballons d'or glanés par le Nigeria, à 4 longueurs du Cameroun, qui est donc premier avec 11 titres de ballons d'or. Le Sénégal est donc avec 4 titres de ballon d'or, les 2 de El Hadji Diouf et les 2 de Sadio Mané. On va également parler justement de ces CAF Awards d'un Sénégalais qui a été plébiscité une fois de plus, un pur produit de Génération Foot, Lamine Camara, qui a été donc désigné
désigné une année supplémentaire parce qu'il était déjà tenant de ce titre-là. À 20 ans, il récidive et donc réussit ce que les basketteurs appellent le back-to-back. Meilleur jeune joueur africain de l'année grâce à notamment ses performances lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Passons à une autre discipline, l'athlétisme, avec le Grand Prix Gakou, Amadou Gakou, l'ancien détenteur maintenant du record du Sénégal du 400 mètres qui a été battu récemment par Cheikh Tidiane Diouf aux Jeux Olympiques de Paris. Les festivités démarrent dès... Pas de festivités, on va dire l'événement, c'est le 22, dimanche 22. Parlez-nous un petit peu, M. El Mamadou Ndiaye. Vous êtes également déjà membre du comité d'organisation de ce concours du meilleur athlète de moins de 20 ans, c'est ça? Oui, moins de 20 ans, garçons et filles. C'est ça. Un garçon et une fille. Donc c'est une idée de l'association des anciens et anciennes athlètes du Sénégal qui a été créée pour accueillir ces différents sportifs pour qu'ils puissent se retrouver après la fin de leur carrière au lieu que de ce côté. L'association donc a été créée et le président a été Amadou Gakou. Amadou Gakou, pourquoi? Parce qu'il a honoré le Sénégal. Absolument. Au moment où nous parlons, il a 84 ans. Amadou Gakou. Il a commencé par le football. D'accord. Union sportive, Union sénégalaise indigène. Okay. Ensuite, comme il était plus rapide que le ballon, comme le disait Padjara, Gakou courait plus vite que le ballon. Ils l'ont orienté vers l'athlétisme. Et un vieux qui s'appelle Daouda Faye, père de l'ancien ministre, l'a orienté directement à l'athlétisme. Une année dans la carrière, il commençait déjà à battre tout le monde. Donc c'est après qui s'est vraiment orienté dans l'athlétisme et a fait beaucoup de bonheur à cette discipline. Tout à fait. On ne peut pas parler de sa carrière ici, mais la réalité, c'est qu'en 1968, aux Jeux Olympiques de Mexico, il était entouré que d'Américains à la finale, après les séries et tout. Il était le seul sur le couloir à ne pas être américain. Le seul non-américain, on va dire. Et il a fait une course exceptionnelle, puisqu'en quart de finale, quand il est arrivé, il était complètement dans le VAP. Il a fallu le réveiller pour aller faire ses demi-finales. Au moment de faire les demi-finales, également, c'est le même résultat. Dès qu'il arrivait, il fallait le réveiller, puisqu'il était déjà presque mort. Et les gens ont osé le laisser faire la finale, puisque nous, Sénégalais, on avait peur. Les Sénégalais avaient peur de le laisser faire la finale. Mais ces dirigeants l'ont laissé faire la finale. Et il est arrivé 4e, avec un record de 45,01. Il a échoué à une marche du podium. Et ce record a duré actuellement 56 ans. C'est ça. Le record. Le record est tombé. Et c'est le seul record africain du monde, je ne dis pas africain, mais du monde, qui a duré ce temps. On ne verra pas ailleurs un record qui a été établi et qui a mis tout ce temps avant le débat. Donc en gros, ce concours du jeune athlète de l'année, c'est un peu pour rendre hommage à Gakou, mais surtout encourager les jeunes à aimer cette discipline qui est naturellement pauvre, comme on dit surtout au Sénégal, mais qui peut apporter un plus à la nation et à même d'athlètes. C'est ça. Et le 22, comment ça se présente justement? Ça va, nous avons déjà nos sélectionnés, nos lauréats, puisque ça se sélectionne dans toute l'année. On prend l'athlétisme à grosso modo 32 épreuves, garçons et filles, entre les 100 et tout, 32 épreuves. Mais on suit les enfants pendant toute l'année. Et sur la base d'un tableau de coordination de l'IAF, on arrive à sortir le meilleur garçon et la meilleure fille. Ça peut être un coureur de pont, un coureur de 100 mètres, ainsi de suite, puisque c'est un tableau bien fait. Donc chaque année, depuis 2 ans, on sort le meilleur garçon et la meilleure fille. De moins de 20 ans. Du moins de 20 ans. Mais l'année dernière, en faisant la première édition, les spécialistes comme mes camarades qui sont là, parce qu'il y a des gens qui sont forts dans tous les sports. Nous ont dit, mais vous faites une décoration où vous voulez motiver les enfants. Et vous avez laissé les coureurs de 400 mètres
alors que Gakou posait le 400 mètres. Et on sentait que le Sénégalais a peur du 400 mètres. On l'appelle d'ailleurs Kabagui. On l'appelle le gars Kabagui. Automatiquement, ce donneur a financé les prix des coureurs de 400 mètres, le meilleur garçon et le meilleur U20. Et c'est lancé comme ça, c'est parti. On a fait une première édition qui a été bien appréciée par peut-être beaucoup de monde. Rien que pour avoir Gakou avec cette photo, c'est un produit vendable. Vous m'excusez. C'est un produit vendable. Vous le disiez, nous nous sommes engagés pour faire la deuxième édition. En pensant que l'État ou le Sénégal vont continuer à nous appuyer. C'est ça. Quels sont les horaires et surtout les lieux où vont se tenir? Le lieu, cette année, c'est à la salle de délibération de la mairie des Parcelles Assainies. D'accord. À partir de 9h jusqu'à 14h. Dimanche, fin de 9h à 14h. À 14h. Donc chaque année, on sort des lauréats et Dieu merci, l'année dernière, il y avait un lauréat qui nous venait de Thiès. Cette année, il y a une fille qui nous vient de Kaolack. Donc les régions sont clairement bien représentées dans ce... En tout cas, merci monsieur. Je vous donne juste le dernier mot, monsieur Soumaré, par rapport aux festivités également des 50 ans de Sandial. Du Sandial, dire juste aux populations du plateau, à nos riverains, nos voisins de Dakar Plateau et de tout Dakar, que le Sandial, comme on disait nous quand on était jeunes, le Sandial c'est l'affaire de tous, qu'ils viennent prendre part à ces festivités qui sont ouvertes à tout le monde. À tout le monde. On rappelle que ça démarre demain vendredi avec une séance de prière. Et ça se poursuivra toute la... Pendant quasiment une semaine. Une semaine. Donc, comme on disait, le Sandial, c'est l'affaire de tous. Venez participer. Nombreux. Je pense que même Moustapha Diop est invité. Tout le monde est invité. J'invite tout le monde. Et je voudrais, si vous le permettez, on n'a pas beaucoup de temps, remercier les gens avec qui j'ai partagé ce plateau-là. Monsieur Diop, avec qui on avait déjà divisé au niveau de l'ENSEPS, monsieur Ndiaye, que je ne connaissais pas, et lui dire juste que je pense que le sport sénégalais a intérêt à soit s'allier à l'école ou que l'école vienne au sport. La première puissance mondiale du sport, c'est les Américains. Ils sont bons dans tous les sports, mais c'est cette équation-là qu'ils ont su résoudre. Jusqu'aux universités. Jusqu'aux universités. Voilà, si on arrive à résoudre ça, on peut revenir à ça et avoir des... Le management des jeunes sportifs, on va continuer à en parler, parce que c'est un sujet d'actualité. Peut-être on trouvera vraiment un autre moment plus vaste pour en parler avec vous. J'ai un message extrêmement important qui va concerner l'avenir du sport sénégalais. Il ne faut pas que les autorités ratent ce tournant-là. Avec la territorialisation qui est en train de se faire, avec les 8 pôles, il faudrait qu'ils sachent exactement que le sport est la locomotive de tous ces pôles. Le sport. Parce que, par exemple, un pôle comme Kédougou, il y a les mines, etc. On peut même faire des mécanismes, par exemple, de retour d'impôts, etc., qu'on pourrait attribuer au sport. Et ça ne s'arrêtera pas. Ce sera le football, le handball, le volley, etc. Et on aura des équipes fortes. Tout à fait. Ça nous permettra aujourd'hui, parce que bon, je tire aussi, je dis à chaque fois à mes amis, la première mission du ministre de l'énergie, c'était d'aller éteindre le feu dans les différentes mines, etc. Et, bon, mais là, s'il y avait le sport, s'il y avait ce lien-là, parce qu'aujourd'hui, le sport est utilisé comme outil de communication. On va dire qu'il n'y aurait même pas eu de feu. Voilà. Dans le sud-est, c'est ça. Voilà, il y a cette stratégie-là. Il faudrait qu'on réfléchisse à ça. Avoir une nouvelle cartographie du sport sénégalais. Et ces projets, ces 8 pôles-là vont le porter. Et on aura une nouvelle configuration du sport sénégalais. Et ça sera... C'est ça. Monsieur El Mamadou Ndiaye également. C'est vous remercier en tant que télé nationale, mais surtout de votre volonté de faire parler les gens et tous les effets d'accompagner. De remercier aussi les collègues. C'est vrai qu'on on fait peut-être la même discipline ou le même sport, mais on se rencontre très rarement. Moi qui vous parle, depuis 1968, je suis dans le milieu athlétique. Avec Pape Galotia, mais ainsi de suite. Donc, mais je vous remercie tout le monde. Et ne pas oublier effectivement les caméramans. Juste en 10 secondes, s'il vous plaît, parce que j'ai ma réalisation. C'était pour parler de l'association des agents joueurs FIFA, dont je suis le président,
qui est déjà très bien organisé. On est en train de voir avec le ministre pour une audience avec la fédération pour essayer de voir, par exemple, quelles sont les voies et moyens à faire pour mieux encadrer les jeunes. On va dire que ce sera les premiers jalons pour organiser cet environnement entre les jeunes sportifs et justement les agences pour la gestion de leur carrière. Merci, M. Soumaré. C'est moi qui vous remercie. M. Ndiaye, M. Diop également. Merci également aux équipes techniques autour de la réalisatrice Awa et Djedjo. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Sport Show.